Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Les titres du journal, atelier du réseau des instances africaines de régulation de la communication RIAC. La rencontre a lieu à Cotonou, vous suivrez le point dans cette édition. Également à suivre dans cette édition, la maladie de la dengue, les causes, manifestations et symptômes. C'est un reportage de Carnot François Rombonnet-Rento et puis la vie a repris timidement à Khartoum mercredi après la décision de la contestation soudanaise de mettre fin au mouvement de désobéissance civile. Voilà pour le sommet. Démarrons cette édition par cette triste information découverte ce matin d'un homme gisant dans la boue au quartier à Gomé-Fongbo, Kangoulé, dans l'arrondissement d'Akassato. Le chef du village alerté a fait appel aux sapeurs-pompiers. Une fois sur le terrain, ces derniers l'ont nettoyé et lui ont apporté une première assistance. L'homme n'a pu être évacué à l'hôpital car personne n'était prêt à suivre les sapeurs-pompiers pour remplir les formalités. L'intéressé a été abandonné sur les lieux comme vous pouvez le voir sur ces images amateurs. Intéressons-nous maintenant à la maladie de la dengue, qui est une maladie virale transmise à l'homme par des moustiques du genre Aedes. Dans ce reportage, Carnot François Rombonnet-Rento nous parle des causes, symptômes, traitements de cette affection. Reportage. Encore appelée grippe tropicale, la dengue est une maladie virale transmise à l'homme par des moustiques du genre Aedes. Son incidence progresse actuellement de manière très importante et l'inscrit aujourd'hui au rang des maladies dites réémergentes. Je vais commencer par dire que la dengue n'est pas une nouvelle maladie. C'est une maladie qui existe depuis fort longtemps, mais qui n'était pas présente au Bénin. Ensuite, j'ajouterai que c'est une maladie dont les manifestations ne sont pas mortelles dans la plupart des cas. Étant un arbovirus, les symptômes sont en fonction du type de dengue dont il s'agit dans le cas d'espèce. Les symptômes commencent généralement par une fièvre élevée à plus de 39 degrés, associée à un syndrome pseudo-grippal. Qu'est-ce que j'entends par syndrome pseudo-grippal? Nous avons l'asthénie intense, la fatigue qui est très intense. Nous avons des douleurs articulaires et musculaires. Et nous avons accessoirement des douleurs abdominales et des vomissements. Et ces symptômes vont faire juste environ 6 à 7 jours et regresser spontanément si c'est une dengue simple. Mais dans le cas où cette maladie vient à se compliquer, plutôt que d'avoir une régression de la température à 37 degrés, la température descend en dessous de 37 degrés. Les vomissements sont plus importants, les douleurs abdominales s'accentuent et nous avons l'apparition de signes hémorragiques. Il n'existe aujourd'hui de vaccin commercialisé pour combattre cette maladie. Quel traitement alors pour cette affection? Ce qu'on fait dans nos pays, c'est plus un traitement symptomatique, c'est-à-dire qu'on traite les symptômes du patient, on l'accompagne dans la phase de maladie et en espérant que ça puisse passer. Sinon, il n'y a pas vraiment un traitement à proprement parler pour traiter la dengue. Les seuls moyens de prévention sont le contrôle des moustiques vecteurs et la protection individuelle contre les piqûres de moustiques. Donc, je demanderai aux gens, même en journée, s'ils veulent dormir, s'ils veulent se protéger contre la dengue, de mettre la moustiquaire pour se protéger. C'est la première chose. Donc, éviter la prise d'aspirine ou d'ibuprofène et tout autre anti-inflammatoire non stéroïdien. La dengue se développe de plus en plus dans les environnements urbains et provoque des épidémies de plus grande importance. Dans tous les cas, un diagnostic virologique précis et rapide est utile afin de confirmer l'étiologie à la fois pour la prise en charge des patients et pour les systèmes de surveillance de santé publique afin de lancer l'alerte et renforcer les moyens de lutte anti-vectorielle. Il se déroule à Cotonou, un atelier du réseau des instances africaines de régulation de la communication RIAC, dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu dans la matinée de ce mardi. Le compte-rendu est signé Frédéric Espoir Mambo et Fréjus Sophie aussi.
première réunion du comité d'orientation du réseau des instances africaines de régulation de la communication RIAC en abrégé. La dite rencontre aidera à élaborer le premier plan d'action de l'instance 20 ans après sa mise en place. Pour le président du réseau des instances africaines de régulation de la communication, cette activité montrera à travers l'implémentation de cette feuille de route la maturité atteinte par les instances africaines de régulation de la communication. Nous devons, dans une dynamique commune, trouver des solutions idoines aux problèmes auxquels sont confrontées les instances membres du RIAC. Il s'agit principalement de la question de l'avènement de la TNT, la viabilité économique des médias, la régulation de nouveaux médias et des réseaux sociaux, la protection de l'enfance et l'éducation aux médias, le financement des organes de régulation, entre autres. Au thème de la validation du plan d'action de RIAC pour le biennat 2019-2020, qui constitue la matrice de notre réflexion, il faudra penser à sa mise en œuvre. De son côté, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du Bénin, Adam Bonitessi, en charge du secrétariat exécutif du RIAC, dont le mandat à la tête de la HAC arrive à expiration le 21 juillet 2019 prochain, a profité de l'occasion pour apprécier la collaboration avec ses pairs africains. Ce fut une expérience exaltante et très instructive que celle de la régulation des médias, tant au plan national qu'à l'échelle internationale, grâce au creuset que constitue le RIAC. C'est le lieu pour moi de vous renouveler mes remerciements, chers collègues régulateurs, pour les occasions d'échange d'expériences, de partage et de soutien mutuel que nous avons eus ensemble. Loin d'être une rencontre d'au revoir, cette réunion du comité d'orientation nous donne une fois encore l'occasion de resserrer nos liens de coopération, de solidarité et de fraternité au-delà des relations institutionnelles. A rappeler que le plan d'action qui sortira de cette réunion s'étendra sur les années 2019-2020. Et maintenant l'info hors du Bénin. La vie a repris timidement à Khartoum mercredi après la décision de la contestation soudanaise de mettre fin au mouvement de désobéissance civile lancé après la répression meurtrière afin de donner une chance à une reprise de pourparlers avec les généraux au pouvoir. Malgré la réouverture de certains magasins, le fonctionnement des transports publics et l'appel de la contestation à reprendre le travail, beaucoup d'habitants semblent toutefois préférer rester chez eux en raison du déploiement toujours massif des forces de sécurité, lourdement armées. Après 3 jours de quasi-paralysie de la capitale, un représentant de la médiation éthiopienne a annoncé mardi soir que les deux camps avaient accepté de revenir prochainement à la table de négociation. Au lendemain de la libération surprise du journaliste russe Ivan Golunov, qui avait suscité des espoirs d'ouverture, la société civile a renoué avec son bras de fer habituel avec le Kremlin, marqué par plus de 400 arrestations mercredi à Moscou, contrastant avec la clémence inhabituelle dont elles ont fait preuve les jours précédents. Les autorités n'ont pas traîné pour mettre fin à la marche organisée dans le centre de la capitale russe contre les abus de la police qui n'avait pas reçu l'autorisation officielle de la mairie. Au moins 400 manifestants ont été interpellés, dont plusieurs journalistes, ainsi que les organisateurs de la marche, a rapporté l'ONG OVD Info, spécialisée dans le suivi des arrestations.
un changement profond de méthode. C'est ce que prône Édouard Philippe lors de son grand oral cet après-midi à l'Assemblée nationale. Parmi les points abordés par le Premier ministre lors de son discours de politique générale, la fiscalité avec une baisse de 350 € en moyenne sur le revenu par foyer pour la première tranche. Les impôts des ménages baisseront de 27 milliards d'euros sur le quinquennat. Le chef du gouvernement, toujours devant les députés pour solliciter leur confiance, leur vote. Écoutons Édouard Philippe. Avec le président de la République, nous avons reçu 5 sur 5, fort et clair, le message d'exaspération fiscale que les Français nous ont adressé. Ceux-ci ne veulent plus des mots, ils veulent des actes. Nous avons donc décidé d'une baisse d'impôts historique. Au total, sur l'ensemble du quinquennat, les impôts des ménages baisseront de près de 27 milliards d'euros. Nous avons choisi de concentrer l'intégralité de la baisse de l'impôt sur le revenu annoncée par le président de la République sur les classes moyennes qui travaillent. Le taux d'imposition de la première tranche de l'impôt sur le revenu, qui regroupe 12 millions de foyers, sera abaissé de 3 points. Cela représente un gain moyen par foyer de 350 €, soit à ce niveau un tiers de l'impôt en moyenne. C'est massif, c'est clair, c'est net. Le premier accident mortel concernant un conducteur de trottinette électrique survient à Paris alors que ce nouveau mode de transport alimente déjà de vifs débats. Après un an de quasi laisser-faire, la mairie et les opérateurs s'agitent pour remédier à l'anarchie autour de ces engins dont le nombre est évalué à environ 20 000. Mais leur succès dans la ville la plus visitée du monde complique la donne. 7h30 du matin. Cette patrouille d'agents municipaux parisiens vient de repérer 3 trottinettes électriques mal garées. Stationnement gênant sur le trottoir. Le QR code est relevé, tout comme la marque de l'engin. Un PV est dressé et une photo est prise en guise de preuve. Puis un grutier arrive pour embarquer la trottinette, direction la Pré-Fourrière où atterrissent chaque semaine une centaine de ces engins. Quand la société va venir les récupérer, donc elles seront facturées, il me semble, 49 € plus les 10 € de frais de parking par jour. Une facture à laquelle il faut rajouter, toujours à la charge de l'opérateur, l'amende de 35 € pour stationnement gênant, soit un total de 94 € au minimum par trottinette mal garée. Plutôt habitués à se faire houspiller, les agents font face pour cette nouvelle mission à des passants qui n'hésitent pas à les féliciter et leur dire leur ras-le-bol. On doit pouvoir circuler normalement sans que ce soit une course d'obstacles. J'ai envie de leur mettre des tartes, ils m'insupportent. Je suis cycliste et non, c'est insupportable. Il n'y a aucun civisme, non, c'est pas possible. Personne respecte personne et c'est l'horreur. Moi j'ai rien contre les trottinettes, mais bon, à partir du moment où les gens se respectent entre eux, mais c'est pas le cas. Autre patrouille de surveillance, celle-ci a été mise en place par le plus gros des opérateurs à Paris. Chaque jour, une cinquantaine de ses employés part à la recherche des engins tombés ou mal garés, à trottinette ou même à bord de ce vélo cargo spécialement chargé de patrouiller sur les berges de la Seine, un haut lieu du parking sauvage. Et pour ces patrouilleurs qui se veulent des ambassadeurs de la bonne conduite à trottinette, ça marche. On voit de plus en plus les personnes les mettre sur les passes à vélo, essaient de bien faire, quoi. On essaie de montrer l'exemple aussi, c'est aussi notre rôle. La mairie de Paris, elle, a encore sévi en interdisant tout simplement le stationnement des trottinettes sur les trottoirs à compter de début juillet et en bridant leur vitesse. Mais il faudra surtout limiter le nombre des engins dans un marché en pleine explosion avec déjà une douzaine d'opérateurs sur Paris. Nous allons demander d'ailleurs aux opérateurs de se calmer un peu sur la mise à disposition de nouvelles trottinettes dans l'espace public parisien. 15-20 000, c'est vraiment, en tout cas dans une première période, pour voir comment ça fonctionne, c'est un maximum. Limiter, réguler, mais ne pas interdire, comme par exemple à San Francisco, c'est la voie choisie par la mairie alors que les accidents se multiplient et que Paris vient de connaître son premier accident mortel impliquant une trottinette électrique. L'été et ses hordes de touristes servira sans doute de test pour savoir si elle a fait le bon choix.
Une entreprise japonaise donne la chance aux visiteurs du salon CES Asia de Shanghai de frapper avec un marteau des mannequins à l'effigie du président américain Donald Trump. Une activité pour les laisser à évacuer leur stress. Je n'ai pas une bonne impression sur lui pour être honnête, parce qu'il n'est pas vraiment amical envers la Chine en ce moment. Mais d'un côté, je peux comprendre parce qu'en tant que dirigeant américain, que ce soit Trump ou quelqu'un d'autre, il pourrait tous avoir cette attitude avec la Chine. Je pense que c'est bien. Ça aurait été mieux si je pouvais utiliser mes mains et mes pieds. Je pense que le marteau n'est pas assez satisfaisant. Ce serait plus réel et intense d'utiliser mes poings et mes pieds pour le frapper. Je me sens plus ou moins comme lui. Il devrait avoir de gants de boxe. Ça serait mieux. Les Chinois sont très excités et très intéressés par ces produits. Je suis heureux de le constater. On a choisi Trump parce qu'il est dans un sens exceptionnel parmi tous les présidents américains précédents. C'est pour ça qu'on l'a choisi. C'est sur cette information que nous bouclons cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.